Traînons un peu entre les ponts, si tu veux nous dériverons en reportant sans plus tarder tous les projets de la journée, fuyons les phases et les fâches. Alors, j'aimerais commencer en remerciant l'Institut français et le département de français de Regina ainsi que le CRFM de m'avoir si chaleureusement accueilli. Comme Angéline a mentionné, le titre de ma communication est « Héloïse Danébert et Thomas Laferme de Xavier Dolan, une lecture queer de deux récits gothiques québécois ». Le récit gothique est un genre littéraire qui existe depuis le XVIIIe siècle. Il s'agit d'une intrigue dans laquelle le passé hante le présent et crée une atmosphère lugubre et macabre. D'après les premiers récits gothiques, Freud développe le principe qui donne son nom à l'œuvre Das Unheimlich, c'est-à-dire l'étrange familier en français. Il y écrit que l'effet d'effroi est créé lorsque ce qui était sympathique se transforme en inquiétant ou troublant, je cite. Il constate que la réaction d'horreur ressentie par le lecteur qui lit un texte gothique surgit d'un élément qui nous est familier et à la fois très étrange. Dans le récit gothique, l'étrange familier est représenté d'une part par tous les monstres, zombies, momies, fantômes, vampires, qui prennent une forme humaine, mais qui n'atteignent pas un anthropomorphisme parfait. D'autre part, l'indicible impression que quelque chose ne va pas tout à fait peut aussi être attribuée à l'étrange familier. Le lecteur, et souvent le personnage, perçoit qu'il s'éloigne de son chez-lui, de ce qu'il peut comprendre, de son foyer. Cela fait ressortir le sens littéral du mot unheimlich. D'après Freud, je cite, « Le mot allemand unheimlich est manifestement l'opposé de heimlich, heimisch, vertraut, terme signifiant intime, de la maison, familier. » L'aliénation créée par la manifestation de l'étrange familier est ce qui choque le lecteur et suscite le sursaut ou le cri. Julia Kristeva reprend cette idée d'étrange familier en développant son principe de l'abjection. Dans Pouvoir de l'horreur, elle écrit, je cite, « Ce qui rend abject est ce qui perturbe une identité, un système, un ordre. Ce qui ne respecte pas les limites, les places, les règles. L'entre-deux, l'ambigu, le mixte. Le traître, le menteur, le criminel à bonne conscience, le violeur sans vergogne, le tueur qui prétend sauver. » Le sentiment d'inquiétude résulte d'une relation étrange familière entre le sujet et l'abjet, puisque, je cite, « L'abjet n'a qu'une qualité, de s'opposer à je. L'abjet, objet chu, est radicalement un exclu et me tire vers là où le sens s'effondre. » Ce pouvoir gravitationnel de l'abjet engendre une fascination qui se manifeste dans les œuvres gothiques, à travers une réaction d'effroi. La lecture queer des textes gothiques dépend de ces deux principes théoriques. Si l'hétérosexuel incarne ce « je » familier, alors le queer peut combler le binaire en tant qu'abjet, qu'étrange familier, et peut, par le biais de renversement des structures hétéronormatives, s'opposer à la perspective patriarcale qui caractérise les œuvres classiques du genre gothique. Dans le cadre de cette étude, je propose d'étudier Héloïse Danébert et Thomas Laferme de Xavier Dolan comme deux exemples de cette manifestation du queer dans le gothique québécois. Héloïse est un roman d'Anébert publié en 1980 qui met en vedette trois personnages principaux. Le jeune couple constitué par Bernard et Christine et une figure qui les hante, le personnage éponyme du roman, Héloïse. C'est grâce à Héloïse que ce roman peut s'inscrire dans le courant gothique, car elle est un vampire. Bernard est choisi comme la prochaine victime de ce vampire dès le 3e chapitre du roman et suit l'évolution de sa psyché et ses préoccupations lors de sa descente en folie qu'il subit à cause de sa poursuite par Héloïse. Cette construction en triangle est très commune au style gothique. Michel Laure définit ce triangle de personnages dans son œuvre Enquête du roman gothique québécois, en parlant du vilain, de l'héroïne victime et de le héros sotériologique. Dans une construction gothique classique, le vilain se présente comme l'opposant du roman.
Le héros sotériologique est un homme qui tire son pouvoir de la pureté de son esprit et qui existe pour vaincre le vilain. L'héroïne victime a le rôle le plus passif des trois. Elle sert à être tourmentée, tuée, violée, hantée, kidnappée, torturée ou massacrée pour motiver le héros sotériologique à poursuivre le vilain. C'est l'héroïne victime qui lance l'intrigue du récit. Pour mieux comprendre ces principes, appliquons-les au roman gothique le plus connu, Dracula de Bram Stoker. Le héros sotériologique Jonathan Harker, captif du fameux vampire, échappe au comte Dracula dans les premiers chapitres du roman. Il retourne en Angleterre pour continuer sa vie avec sa femme, Mina Harker. Ce n'est que lorsque le comte, qui est le vilain du récit, choisit Mina comme sa prochaine victime que Jonathan est motivé à tuer Dracula. Il réussit et le roman clôt avec la naissance de son fils Quincy. Cette construction classique du mythe gothique renforce la notion patriarcale selon laquelle le genre sexuel dicte le caractère. Le vilain et le héros sont forcément des hommes et la victime est forcément une femme. Elle est utilisée comme un objet pour faire progresser l'intrigue. Le roman d'Anne Hébert retravaille cette matrice tripartite en assignant les rôles de l'héroïne victime et du héros sotériologique à Bernard. Christine ne sert que d'accessoire. Le fait que le rôle du vilain soit tenu par un personnage féminin permet un renversement des rôles. Le péril dans lequel se trouve l'héroïne victime a souvent un aspect sexuel. Le fait que Jonathan peut être à la fois attiré et terrifié par Héloïse renvoie à la notion d'abjet de Kristeva. Bernard est fasciné quand il est dans les mains de celle qui le terrifie. Pourtant, Hébert subvertit l'application traditionnelle de ce pouvoir de l'horreur en attribuant à l'homme la réaction d'effroi et à la femme la force terrifiante de l'étrange familier. Le roman retrace la dissolution de l'idéal hétéronormatif auquel Bernard croit. Dans les premières pages du roman, Christine danse en privé pour son conjoint. L'homme se sent si menacé par l'expression de soi de la femme qu'il oblige sa fiancée à arrêter sa performance. Je cite. « Elle se lança dans une improvisation sans se soucier de rien d'autre au monde. Sous les yeux de Bernard, elle s'absorba dans la possession parfaite de ses gestes et de son corps. Bernard, quoique ébloui par la grâce de Christine, se sentait exclu de la délectation profonde dont rayonnait la jeune fille. Il ne put supporter sa solitude, devient terriblement jaloux et angoissé. Il finit par appeler Christine à voix basse. « Regarde-moi, je t'en prie. » Bernard affirme sa possession du corps de Christine en interrompant la joie que ressent Christine en dansant. Un renversement de cette dynamique du pouvoir masculin-féminin, ce désir qu'il ressent pour Héloïse. Je cite. « Bernard attend qu'elle veuille bien tourner la tête vers lui. Il espère d'elle je ne sais quel don redoutable. Il sait que d'un instant à l'autre, tout sera accompli. Le sens de sa vie va lui être révélé. Il n'est que désir, il tremble. » Bernard s'apprête à se sacrifier pour Héloïse, devenue sa maîtresse. C'est grâce à son statut d'étrange familier, d'abjet, qu'Héloïse a pu gagner cet avantage sur Bernard. Alors que celui-ci décrit Christine comme étant, je cite, « très belle », il dit qu'Héloïse est, je cite, « trop belle ». Malgré ce surplus qui dépasse le possible, l'humain est ce qui permet à Héloïse d'exercer un tel pouvoir gravitationnel sur ce personnage dont le destin serait, dans un récit gothique traditionnel, de la détruire. En effet, Bernard ne réussit pas à détruire Héloïse. Il y a ici une subversion très importante des conventions du gothique. Dans le dénouement du roman, Christine est tuée par un associé d'Héloïse et Bernard planifie de prendre sa revanche sur le vampire qui le tourmente depuis des semaines. Je cite. « Une seule idée persiste dans les profondeurs du métro, la retrouver, coûte qui coûte, et l'abattre comme un animal nuisible, lui faire payer la mort de Christine. » Ici, Bernard prend en main le rôle du héros sotériologique. Motivé par le mort d'une victime, il se prépare à tuer le vilain de l'histoire.
Hébert renverse pourtant cette dynamique lorsque Bernard se retrouve face à face avec Héloïse dans le métro. Je cite. « En dehors de toute volonté déjà brisée, la main seule, dans un dernier réflexe, vise cette cible inattaquable, laisse tomber son arme et se rend. Héloïse n'en finit pas de sourire. Elle attire Bernard vers elle, hors de la voiture, douceur terrifiante. L'ultime pouvoir d'Héloïse est tiré de sa douceur terrifiante. Comme l'a dit Kristeva, l'abjet, je cite, nous tire vers là où le sens s'effondre. Héloïse est non seulement le double étrange familier de Christine, symbole de vie et de pureté, mais un objet séducteur face à Bernard. Elle représente la manifestation du queer qui s'oppose à l'affirmation masculine du « je » de Kristeva. Ces renversements qu'Hébert effectue engendrent une conclusion novatrice de sa fable. Je cite. « Les a-t-il vraiment chuchotés, ces mots contre l'épaule d'Héloïse ? Je t'aime, Héloïse, je t'aime. Les a-t-elle vraiment prononcé ces paroles comme on s'adresse à un enfant malade ? Ce n'est que la fascination de la mort, mon chéri. » Héloïse s'agenouille, puis s'assoit par terre, couche le jeune homme sur ses genoux. Piéta sauvage, elle l'entoure de ses bras. Le thème gothique de l'étrange familier apparaît non seulement au niveau du personnage d'Héloïse, mais aussi une très grande importance en ce qui concerne les lieux du roman. Un sentiment d'aliénation caractérise la majorité des œuvres gothiques, et ce sentiment d'altérité peut être facilement véhiculé par le lieu. Pour reprendre l'exemple de Dracula, le château de Dracula est en Transylvanie, et ce n'est pas par accident que Bram Stoker a séparé son protagoniste de tout contact direct avec sa famille et ses collègues. Héloïse reprend ce thème de la distance. Bernard et Christine sont des Québécois qui se retrouvent à Paris. En séparant ces jeunes amants de leur pays natal, Hébert crée un même sentiment de malaise au centre de son intrigue. Le sentiment du mal du pays est lié au principe de l'étrange familier. On peut vivre dans un pays étranger, mais cela ne sera jamais notre vrai foyer, ou, comme le dirait Freud, Heimlich. Le pays étranger est, par définition, un Heimlich, étrange familier. Alors que le comte Dracula hante les corridors d'un château décrépit, Héloïse règne sur l'appartement qu'habitent Bernard et Christine. Le soir des noces du couple, ils trouvent un nouveau bougeoir dans leur chambre à coucher. La note attachée souligne, je cite, « Tous nos meilleurs vœux de bonheur, Xavier Botreau et Héloïse. » L'infiltration du lit de mariage de Bernard et Christine par ce cadeau, qui évoque la présence du prédateur, sert à souligner le fait que Bernard et Christine ne sont pas chez eux. Le lieu où ils vivent est occupé par la mémoire d'Héloïse. Cela est renforcé lorsque Christine allume le bougeoir et se déshabille. Bernard devient mal à l'aise lorsqu'il comprend qu'ils sont surveillés. Je cite, « Couvre-toi, je t'en prie. Qu'est-ce qui te prend? On dirait que tu as honte de moi. Je suis ta femme et je suis belle, non? Regarde-moi, Bernard. » Tu es belle, Christine, mais trop éclatante, trop voyante, trop bruyante surtout. Allons, éteins la bougie. Ce châtiment est un écho du reproche que Bernard avait fait lorsque Christine dansait. Pourtant, cette fois-ci, il ne censure pas sa femme pour affirmer sa masculinité. Il tente plutôt de ne pas lui permettre de déranger l'ordre silencieux qui est établi dans leur appartement par la présente absence d'Héloïse. Ce même malaise du lieu est un élément essentiel à Thomas Laferme. Un film de Xavier Dolan adapté de la pièce du même titre de Michel-Marc Bouchard. Le récit suit Tom qui va offrir ses condoléances à la famille de son petit ami décédé, Guillaume. Arrivé à la ferme de la famille, il se rend compte du fait que la mère de Guillaume, Agathe, ne sait pas que son fils était homosexuel. La fable se complique lorsque le grand frère de Guillaume, Francis, commence à intimider et torturer Tom, ne lui permettant pas de retourner chez lui. Dès les premières prises du film, le spectateur peut comprendre que le monde de Thomas Laferme ne s'étend pas plus loin que la campagne. Le gros plan qui ouvre le film montre l'automobile de Tom sur une route étroite entourée de champs.
On apprend que Tom est de Montréal. Ce milieu agricole représente donc l'aliénation de l'homme de la ville. Pour ajouter à ce sentiment d'isolation, la ferme est présentée comme un lieu dont l'on ne peut sortir. Avant la grande conclusion du film, Tom tente de s'échapper à 2 reprises. La première fois, immédiatement après les funérailles de Guillaume, il ne réussit pas car il se sent toujours attiré vers la ferme. Tom a déjà subi la fascination de ce milieu étrange familier. La reprise de la prise de vue qui ouvre le film renvoie encore à cette notion d'étrange familier. Cette prise est répétée pour donner une inquiétante impression de déjà-vu au spectateur. La deuxième tentative de Tom de s'échapper est contrecarrée par Francis qui, ayant senti que Tom allait tenter de faire une fugue une deuxième fois, enlève les roues de sa voiture. Le jeu du pouvoir entre Tom et Francis est là où le queer entre en jeu dans Tom à la ferme. Alors que nous avons auparavant parlé des 3 archétypes de la fable gothique, Dolan renverse ces notions en refusant d'étouffer ses personnages en les limitant à un seul trajet narratif. Au lieu de reprendre, de se réapproprier et de retravailler ces notions hétéronormatives du caractère, il décrit des personnages qui viennent directement des marges et dont le caractère fluctue de façon permanente. Certaines des motivations des personnages peuvent tout de même être expliquées par les notions de Freud et de Kristeva. Tom représente l'intrus dans le milieu agricole. Il est la manifestation du queer, de l'abjet, qui s'oppose à l'objet traditionnel. Mayor Rigby explique l'apparition du queer dans le récit gothique dans son texte Queer Theories Dead to the Gothic, et écrit, je cite, « Le queer est ce qui est familier mais effrayant, ce qui revient toujours, ce qui crée une crise du propre et du naturel, et ce qui crée de l'incertitude en ce qui concerne la sexualité. » Le statut étrange familier de Tom devient très clair lorsque, dans le premier acte du film, Agathe remarque qu'il porte le même parfum que son fils décédé et que, je cite, « ça sent bon ». Ceci initie le jeu des rôles familiaux qui dominera le reste du film, où Tom doit à la fois jouer le rôle de l'intrus, de l'amant, du fils, du frère et de l'objet du désir. Francis apparaît premièrement comme une force masculine qui s'impose sur Tom pour limiter sa capacité de bouleverser le monde d'Agathe avec l'information qu'il détient sur la sexualité de Guillaume. Les 2 premières prises qui montrent Francis ne nous montrent pas sa face. Il est premièrement une ombre qui tente d'étouffer Tom dans la nuit, et ensuite, le spectateur voit un torse nu qui s'impose sur Tom lorsqu'il est en conversation avec Agathe. Ce n'est que lorsqu'il traîne le corps d'une vache avec un tracteur qu'on le voit de face. Ces prises établissent Francis comme la force dominante à la ferme. Les rôles de dominé et de dominant qui sont établis dans le premier acte du film permettent une réflexion intéressante sur le vampirisme et, par extension, sur le gothique queer. Dans le texte « Fashion and the Homospectatorial Look », Diana Fuss parle du vampirisme comme une des expressions du regard queer. Je cite, « Le vampirisme marque un 3e mode du regard, une position qui demande à la fois la séparation et l'identification, un avoir et un devenir. En effet,
un avoir obtenu par un devenir. Ici, la question du parfum de Guillaume devient très importante. Le port de ce parfum par Tom est le lien initial entre ces deux personnages. Ce qui nous juxtaposé avec une scène vers la fin du deuxième acte du film, dans lequel Francis étouffe Tom pour l'intoxiquer. Cela est consensuel. Alors que les deux hommes sont très près l'un de l'autre, Tom remarque « Tu sens pareil ». Si le symbole sémiotique du parfum indique que Tom, en copiant Guillaume, devient son double, alors le port de ce même parfum par Francis rend compte d'un dédoublement du double. Foss écrit, je cite, « Le vampirisme fonctionne comme une identification inversée, identification mise à l'envers, où le sujet, dans l'acte d'internaliser l'autre, se reproduit simultanément dans cet autre. Le vampirisme incorpore l'autre et reproduit le soi. Il délimite un espace ambigu où le désir et l'identification apparaissent moins opposés que limitrophes. » Dans son exploitation vampirique de Tom, Francis commence de plus en plus à lui ressembler et, par extension, à ressembler à Guillaume. Deux des scènes les plus captivantes du film dépendent de ce même concept d'identification et de reproduction queer. La première est la chasse dans le labyrinthe de maïs. Dans ce clip, le phénomène qui intéresse le plus est l'échange de la salive. Cela représente à la fois l'érotique, le baiser, mais aussi le vampire et l'échange de sang qu'il faut pour établir un lien entre un humain et un vampire dans la plupart des mythes gothiques. L'union de la violence et de ce symbole de l'affection illustre bien le concept de l'abjet et son importance au sein de la lecture queer des textes gothiques. La deuxième grande scène qui implique le vampirisme, tel que l'explique Foss, est la scène du tango dans la grange. Cette danse érotique entre ennemis, un abuseur et sa victime,
montre un équilibre entre les deux parties. Cela illustre ce phénomène de l'incorporation de l'autre et la manifestation du soi dans cet autre. La correspondance parfaite des pas de danse de Tom et de Francis montre à quel point les deux sont en harmonie, malgré la violence qui caractérise la plupart de leurs interactions. Ce renversement, l'union de la violence et l'érotique, est ce qu'il y a de plus étrange familier. Nous connaissons tous ces phénomènes, mais leur union nous met énormément mal à l'aise. La lecture queer de ces deux textes gothiques québécois révèle d'importantes réflexions sur la nature du genre, de la sexualité et de l'érotique. Le dédoublement étrange familier ou abjet informe la façon dont le queer peut se manifester dans des textes gothiques. C'est une déviation très subtile par rapport à la norme qui suscite l'effroi, le cri. Dans son poème « En guise de fête », Anne Hébert écrit « Le monde est en ordre, les morts dessous, les vivants dessus ». C'est ce « haut » de dessous qui représente les différences presque indicibles qui maintiennent l'ordre que nous tentons d'établir dans notre vie. Les manifestations de l'étrange familier et de la vision queer qui apparaissent dans ces deux œuvres gothiques montrent ce qui se passe lorsque cet ordre est rompu. Merci. Alors, je crois que maintenant on ouvre la session pour des questions. Oui. La première, c'est vous avez utilisé un peu de littérature anglaise. Alors, est-ce que vous avez des exemples qui sont assez proches de la littérature anglaise contemporaine et montrer comment les formes dynamiques se mettent en place et porter des gens de anglaise. La deuxième question, ce serait, vous avez beaucoup parlé, de ma part, de cette problématique de la fascination. Comment est-ce que vous voulez développer un petit peu ces thèmes-là et nous montrer comment ils peuvent problématiser dans les deux œuvres. Alors, pour répondre à la première question, situer le gothique pose parfois quelques problèmes, vu que depuis le XVIIIe siècle, le mode gothique permue un peu tous les genres. Alors, isoler un courant gothique contemporain serait le Southern Gothic, dont on parle souvent de William Faulkner, Tennessee Williams, ces écrivains du sud des États-Unis. On dit souvent Southern Gothic pour eux. Alors, situer le gothique au Canada est quelque chose qu'on s'intéresse moins à faire. Certaines personnes parlent du Southern Ontario Gothic pour faire une petite blague. On dit souvent que Alice Munro et Margaret Atwood écrivent dans ce genre. Ce qui intéresse le plus dans ces deux œuvres, c'est qu'on reprend ces matrices du gothique classique, alors non pas réinventées au niveau contemporain. Mais pour prendre un exemple contemporain, on pourrait parler de Twilight, de Stephenie Meyer. On a des vampires là-dedans. Et si on retourne à l'image de l'effet méduse, dont on parle souvent pour illustrer l'effet de la fascination, cela est une image très gothique. Le fait d'avoir ce monstre qui paralyse sa proie, et que ça, c'est comment on peut exprimer métaphoriquement l'effet de la fascination, a un grand rapport au gothique. L'image du cri et de l'effroi est ce qui dévie un peu de la fascination dont on en parle ailleurs. Le fait que le but de l'effet méduse dans le gothique est de faire peur et non pas de paralyser avec un désir ou un vouloir, est ce qui différencie ces deux genres. Est-ce que ça répond à la question? Parfait. D'accord, parfait. Oui. Oui.
Oui, la présence de l'homosexualité est évidente dans tous ces films. Mais ce qui m'a le plus marqué sur Femme à la ferme, c'est cet élément gothique qu'on ne retrouve pas ailleurs dans son œuvre. Et vu que le film est basé sur une pièce de Michel-Marc Bouchard, je crois que c'est de là que ces éléments entrent en jeu. On peut voir la même dynamique de la fascination dans une œuvre comme Les Amours imaginaires, où on a les jeunes amis qui tombent amoureux d'une homme et passent tout le film à le suivre partout. C'est vraiment une grande fascination. Mais non, on n'a pas ces mêmes thèmes du gothique jusqu'à présent dans le reste de l'œuvre, d'après moi. Filons à l'aise, qu'espérons-nous à marcher? Rien du tout, rien du tout. Bon, alors si on n'a pas plus de questions, je vous remercie. Oh! Bon, alors je vous remercie d'avoir si bien écouté et de m'avoir accueilli si gentiment. Merci beaucoup. On s'entendra sur les raisons d'une brouille sans motivation dont nous aurons